Avez-vous déjà vécu un de ces moments où l'atmosphère change dans la pièce? Quand quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, quelqu'un que vous aimez et dont vous vous souciez, vous dit quelque chose qui vous fait le voir sous un jour totalement nouveau. Eh bien, ça m'est arrivé, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier le regard qu'il m'a lancé en disant cela. Mais avant de tout vous raconter, laissez-moi vous demander, d'où me regardez-vous? Dans quelle ville ou quel village êtes-vous assis en ce moment même à écouter mon histoire? J'aimerais bien le savoir, car c'est une de ces histoires qui relie les cœurs à travers des kilomètres. Ça pourrait arriver n'importe où. Peut-être que c'est déjà arrivé. Tout a commencé un mardi après-midi tranquille. Le soleil brillait à travers les rideaux de dentelle de ma petite maison, juste à l'extérieur de Savannah. Je venais de poser une théière de tisane à la camomille sur le feu, et je pliais une pile de linge propre, principalement des serviettes et un vieux sweatshirt qu'il avait oublié lors de sa dernière visite. Quand j'ai entendu frapper, je ne m'attendais à personne. Ma voisine, Judy, appelait généralement avant de passer, et le facteur ne frappait jamais. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu mon petit-fils debout, un sourire et un petit bouquet de marguerites à la main, mon cœur a failli fondre. « Maman Meg », a-t-il dit, en utilisant le nom qu'il m'avait donné quand il n'était qu'un tout petit. « J'espère que je ne fais pas irruption. J'étais en ville et je pensais te rendre une petite visite. Ça faisait presque 4 mois que je n'avais pas vu Jacques. Il a 27 ans maintenant, grand, mince, avec une confiance tranquille qui m'a toujours rappelé son défunt grand-père. Et bien qu'il ait grandi, il y a encore une douceur dans ses yeux quand il me regarde, une douceur rare de nos jours chez les jeunes hommes. Tu ne fais jamais irruption, lui ai-je dit en prenant les fleurs et en le faisant entrer. Tu sais, tu es toujours le bienvenu ici. Il est entré dans le salon et a jeté un coup d'œil autour de lui, comme à son habitude, les yeux rivés sur les photos de famille encadrées alignées sur les étagères. Il a regardé celle de lui à 5 ans, sur mes genoux à la plage, et a ri. Je crois que je n'ai jamais été aussi petit. Tu l'étais, ai-je répondu avec un sourire, en déposant les marguerites dans un vase. Et tu étais une sacrée poignée. Il a ri, puis s'est installé dans le vieux fauteuil près de la cheminée, celui où son grand-père avait l'habitude de s'asseoir. Je voyais le confort de sa posture, sa décontraction, comme si c'était le seul endroit où il n'avait besoin d'être que lui-même. Nous passâmes l'heure suivante à discuter de tout et de rien, son travail à Charleston, son appartement, une fille qu'il fréquentait, mais dont il n'était pas sûr. Et j'écoutais, comme seule une grand-mère sait le faire, sans jugement, avec une compréhension tranquille et un regard entendu de temps en temps. Finalement, je nous servis du thé à tous les deux, et nous nous installâmes sur la véranda tandis que le ciel se teintait d'or. La chaleur du jour s'adoucissait, et les grillons entamèrent leur chant du soir. C'était une de ces paisibles soirées d'été qu'on aimerait ne jamais oublier. Et puis, c'est arrivé. Jacques se tourna vers moi, une étrange intensité dans le regard. « Grand-mère, dit-il en baissant la voix, pensif, puis-je te demander quelque chose de personnel ?» Je le regardai longuement, sentant quelque chose arriver, mais sans savoir quoi. « Bien sûr, chérie. Tu peux me demander ce que tu veux. » Il hésita, joua avec le bord de sa tasse, regarda la pelouse, puis revint à moi. « T'es-tu déjà senti seule ? Je veux dire, vraiment, profondément seule. » La question me fit l'effet d'une cloche, non pas parce qu'elle était déplacée, mais parce qu'elle était si crue, si ouverte. Et je le sentais, ce n'était pas une simple curiosité, elle venait de l'intérieur. Je ravalai ma salive, cherchant les mots justes. « Oui, dis-je finalement, d'une voix à peine audible, un murmure. Un nombre incalculable de fois. Il y eut un long silence entre nous, un silence pesant. Et au même moment, il hocha la tête, et je vis un changement sur son visage, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, ou peut-être à de la permission. « J'ai été très seule ces derniers temps, dit-il. Je suppose que c'est pour ça que je suis venue ici. J'avais besoin d'être près de quelqu'un qui comprend ce genre de silence. » Je m'avançai, et ma main se posa sur la sienne, un geste familier. « Je comprends plus que tu ne le penses. » Je baissai les yeux sur nos mains et ne m'écartai pas. Ce moment passa. Rien n'avait encore été dit, mais tout avait changé. Il s'était passé quelque chose entre nous, quelque chose de tendre, pas inapproprié, pas même clairement défini, mais qui était là. Et soudain, la nuit ne ressemblait plus à une nuit ordinaire, plus du tout. Le lendemain matin, je me réveillai avec une douce odeur de café flottant dans la cuisine. Au début, j'ai cru que ce n'était qu'un rêve, cet arôme réconfortant qui emplissait souvent ma maison du vivant de mon mari, Robert.
Mais alors que j'enfilais ma robe de chambre et traversais le couloir, le tintement et le bourdonnement des tasses me confirmèrent que ce n'était pas un rêve. Jacques était déjà debout. Il se tenait près de la cuisinière, pieds nus, torse nu, vêtu seulement de son bas de pyjama, avec un sourire timide en me voyant. « Maman Meg, a-t-il dit. J'espère que ça ne te dérange pas. Je me souviens que tu aimais toujours ton café un peu sucré et crémeux. J'ai tout préparé. » J'étais partagée entre la surprise et l'émotion. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait fait pour moi. Le voir ainsi dans ma cuisine, évoluant tranquillement dans l'espace, son dos légèrement cambré, sa posture détendue, je ressentis une étrange agitation en moi. Pas ce à quoi je m'attendais ce matin-là, mais comment fait-on face à quelque chose de nouveau, d'incertain, et pourtant profondément familier ? Tu te souviens bien, dis-je, essayant de calmer ma voix en m'approchant de la table. Mais je dois dire que se réveiller avec un bel homme qui me fait du café, c'est quelque chose que je pensais ne plus jamais revivre. Il sourit, me tendit la tasse et s'assit à côté de moi sur la petite table en bois qui avait vu des décennies de repas, de jeux de cartes et de chuchotements. Le silence entre nous n'avait rien d'étrange. Il était chargé, mais doux, comme si aucun de nous n'avait besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant. Ses yeux cherchèrent les miens, et tandis qu'ils se fixaient, j'ai perçu un écho de la question de la veille, cette solitude profonde et brute, celle qui ne vient pas du fait d'être seul, mais de ne pas être vraiment vu. Et pour la première fois, je le vis. Nous n'en parlâmes pas au début. Nous parlâmes plutôt de mon jardin. Il demanda comment les tomates poussaient. J'ai dit qu'elles avaient du mal cette année, et il proposa de m'aider à les replanter si je le voulais. Je ne sais pas pourquoi une offre si simple me toucha autant, mais c'était là, dans la douceur en lui. Plus tard dans l'après-midi, après une lente promenade dans le jardin et un déjeuner léger, je me retrouvai à feuilleter un vieil album photo. Il entra et s'assit à côté de moi sur le canapé, nos épaules à peine écartées. Pourtant, sa proximité remplissait toute la pièce. « Tu souriais tout le temps sur ces photos », dit-il en désignant une vieille image de Robert et moi à un pique-nique, les joues rouges, les bras entourant mon mari. « Tu avais vraiment l'air heureuse. » « Je l'étais, répondis-je doucement. On a traversé des moments difficiles, mais il était quelqu'un de bien, mon Robert, et il m'aimait d'une manière qui ne m'a jamais fait me remettre en question. Jacques me regarda à nouveau, avec une intensité qui avait cessé de m'effrayer. « Mamie, tu mérites toujours ce genre d'amour. » Ce mot, amour, était si doux, si proche. Mon souffle se coupa, l'air entre nous immobile et chargé de quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. Ou peut-être avait-il toujours été là, se construisant lentement, silencieusement. J'ai posé l'album sur la table et me suis levée, ayant besoin de distance, mais Jacques resta près de moi. « Grand-mère Mégane, dit-il en me prenant doucement le poignet, je pensais ce que j'ai dit hier soir. Je suis venu ici parce que j'ai vécu des choses que je ne sais pas comment gérer. J'ai pensé à la vie différemment, à ce que signifie vraiment appartenir à quelqu'un. » Sa voix n'était pas désespérée, elle était honnête. J'aurais dû lui dire d'arrêter. J'aurais dû réorienter la conversation. Mais au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers lui, notre différence de taille se réduisant maintenant que nous étions si proches. Et j'ai murmuré, « Je sais exactement ce que tu veux dire. » Il ne bougea pas. L'air autour de nous changea à nouveau, comme une vague passant au-dessus de nous. « Je ne veux pas que tu sois seul, dit-il. J'ai des doutes, et je ne veux pas que tu sois perdu. » Je ne le suis pas, répondis-je, pas à cause de la façon dont je suis avec toi. Mon cœur battait fort. J'avais 60 ans. J'avais vu tant de choses dans la vie, la perte, le chagrin, l'amour, le dévouement. Mais rien ne m'avait préparé au désir silencieux qui habitait maintenant les yeux de Jacques. Il ne s'agissait pas de désir physique, mais du besoin d'être tenu par quelqu'un qui connaissait votre âme. Et à cet instant, j'ai su que je luttais contre le même désir. Nous ne parlâmes plus ce soir-là. Il prépara le dîner pendant que j'étais assise sur la véranda, essayant de donner un sens à ce qui s'était infiltré comme du lierre par une vieille fenêtre. Lorsqu'il me rejoignit, nous mangeâmes en silence sous les étoiles, avec les cigales qui bourdonnaient en arrière-plan. Avant d'aller se coucher, il s'arrêta dans le couloir et se tourna vers moi. « On peut parler davantage demain ? » ?»« Oui, ai-je dit. »« Bonne nuit, maman Meg. »« Et bonne nuit, Jacques. » Mais dans le calme de la nuit, allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, ces paroles résonnaient dans ma tête, « Tu mérites toujours ce genre d'amour. »
Et pour la première fois depuis des décennies, je me demandais ce que l'amour pouvait bien signifier à cet âge, quand le cœur est plus sage, mais encore grand ouvert. Le lendemain s'écoula avec une étrange douceur, comme si la maison elle-même avait pris conscience du silence grandissant entre nous. Pas un silence inconfortable, mais fragile, comme un rideau flottant dans la pièce, attendant d'être écarté. Jacques fit la grasse matinée plus longtemps que d'habitude. Je ne le dérangeais pas. Je restais dans la cuisine, les mains à pétrir une pâte dont je n'avais pas vraiment besoin, juste pour éviter que mon esprit ne tourne en rond. Que avions-nous dit la veille? Que n'avions-nous pas dit? Et surtout, qu'est-ce que ça voulait dire? Lorsqu'il entra enfin, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, sa voix était douce, ça sent divinement bon. C'est juste du pain, dis-je en me tournant vers lui. Je m'occupais les mains. Il s'approcha du comptoir et se pencha à côté de moi, plus près que nécessaire. Je sentis son odeur, et je retins mon souffle avant de pouvoir m'arrêter. Il le remarqua, bien sûr, mais ne dit rien. Il demanda plutôt, tu veux qu'on fasse un tour plus tard? Peut-être jusqu'au lac? Ce serait sympa, acquiesçai-je. Alors, on le fit. Après le déjeuner, nous préparâmes un petit panier de pique-nique, des raisins, du fromage, une bouteille de thé frais et empruntâmes la vieille route de campagne qui menait au lac où je l'emmenais pêcher quand il était enfant. Il ne parla pas beaucoup pendant le trajet, me lançant des regards de temps à autre, comme s'il cherchait encore quelque chose. Nous atteignîmes le lac juste avant le coucher du soleil. C'était calme, seuls quelques oiseaux lointains chantaient au loin. La lumière dorée scintillait à la surface, et nous nous assîmes sur un petit banc en bois près du bord. C'était le genre d'endroit où les secrets sont en sécurité. Après un long silence, il parla enfin. Tu sais, je pensais que l'amour avait des règles. Je le regardais de côté, curieuse. Des règles? Oui, dit-il, comme si ça devait être entre certaines personnes, arriver à un certain âge, correspondre à une certaine silhouette. Mais ces derniers temps, j'ai réalisé que l'amour ne se soucie pas vraiment de ces choses-là. Il ramassa une petite pierre et la jeta à l'eau. Elle rebondit 2 fois avant de couler. Je ne dis pas ça pour te perturber, poursuivit-il. Je sais que ça paraît fou, mais quand je suis avec toi, je ne te vois pas comme ma grand-mère. Je vois quelqu'un qui me comprend comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Mon cœur se serra à ces mots. J'ouvris la bouche, puis la refermai. Je voulais le repousser, lui dire que ce n'était qu'une phase ou une simple conversation, mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, je le ressentais aussi. Tu es devenu un homme, dis-je doucement, et tu m'as vu plus longtemps que ce que j'étais. Ce n'est pas rien. Nous nous assîmes à nouveau en silence, nos épaules se frôlant. Je ne veux pas? Dit-il doucement, les yeux toujours rivés sur l'eau. J'avais juste besoin de te dire qu'être ici avec toi me rend plus moi-même que partout ailleurs. Je me tournai pour le regarder. Son visage était ouvert, non pas empli de désir, mais de quelque chose de plus profond, un besoin d'être connu, d'être proche, de quelque chose de réel. Je n'aurais jamais pensé entendre quelque chose comme ça de ta part, admis-je, mais je n'aurais jamais pensé non plus ressentir quelque chose qui m'émouvrait à nouveau, surtout pas maintenant. Tu me rappelles que je suis toujours en vie, Jacques. J'ai doucement tendu la main vers lui, et il me laissa la prendre. Tu as toujours eu une âme si bienveillante, murmurai-je, même quand tu étais petit. Mais ce que je ressens maintenant est différent, et je ne sais pas quoi en faire. Nous n'avons rien à faire, dit-il. Je veux juste être ici avec toi, si tu me laisses faire. Nous restâmes assis ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse et que le ciel prenne une teinte violette. Le lac scintillait de douces nuances, et je pouvais sentir à nouveau le changement, ni dramatique, ni soudain, mais stable, comme une marée montante. De retour à la maison, j'allumai quelques bougies dans le salon, histoire de chasser l'obscurité qui s'installait. Il m'aida à préparer un dîner léger. Après, nous nous retrouvâmes sur le canapé, l'album photo de l'autre jour encore ouvert. Il ne parla pas beaucoup, reposant simplement sa tête contre mon épaule, et je le laissai faire. Je n'aurais pas dû, je le savais. Mais il y avait quelque chose dans cet instant, comme un retour et non un départ, de l'amour, du souvenir, de la vie elle-même. Plus tard, alors qu'il se levait pour aller se coucher, il se retourna vers moi et dit « Je suis content d'être venu ici. » Moi aussi, répondis-je. Mais lorsque le silence revint dans la maison et que je me retrouvai seule dans ma chambre, je m'assis près de la fenêtre, regardant la nuit. En moi, quelque chose que je ne pouvais nommer était devenu magnifique, terrifiant et totalement inattendu. Que se passe-t-il lorsque 2 âmes trouvent du réconfort l'une dans l'autre,
même si le monde ne le comprend pas. Je n'avais pas la réponse, mais je savais que la question ne disparaîtrait pas. Le lendemain matin, je me réveillai avant le lever du soleil. La maison était encore plongée dans ce silence matinal presque sacré. J'enfilai mon peignoir et traversai le couloir à pas feutrés, m'arrêtant près de la porte de la chambre d'amis. J'écoutais, n'entendant qu'une respiration douce et rythmée venant de l'autre côté. Une partie de moi voulait continuer à marcher, une autre restait immobile. Quand Jacques se réveilla, la bouilloire sifflait déjà. Je servis notre thé et posai les tasses sur la table, essayant d'apaiser la tempête qui commençait à se former en moi. Il y avait une douceur dans ces moments de silence. Il était là, chez moi, évoluant comme s'il y avait sa place, comme si c'était ainsi que les choses devaient être. Mais cette douceur se mêlait à une peur bien réelle. Quand il entra dans la cuisine, ses yeux étaient plus doux que dans mes souvenirs, comme si le silence du matin avait apaisé quelque chose en lui aussi. « Bonjour, maman Meg, dit-il, ce nom empreint d'une tendresse toute particulière. »« Bonjour, mon amour, répondis-je. » Nous restâmes assis sans parler pendant quelques minutes, sirotant simplement notre thé, respirant, jusqu'à ce qu'il pose enfin sa tasse et me regarde par-dessus la table. « Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. » Il hocha la tête. « Moi non plus. » Je réfléchissais, dit-il d'une voix prudente, à nous, à ce qui se passe entre nous. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut nommer facilement, mais je ne veux pas faire semblant. Je baissai les yeux vers ma tasse, la vapeur montant comme une question. J'ai passé des années à regretter certaines choses, dis-je lentement. Ton grand-père me manque, le manque d'être vu, d'être aimé. J'avais enfoui ces besoins, parce que je pensais que c'était ce que les femmes de mon âge étaient censées faire. Jacques tendit la main par-dessus la table. La sienne était ferme. Tu n'as pas besoin de les enfouir sans cesse, dit-il. Des larmes perlèrent au coin de mes yeux. Je détestais me sentir à vif, exposé, mais je me sentais aussi en sécurité, comme si je pouvais dire les choses que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Je ne pensais plus jamais me rapprocher de qui que ce soit, murmurai-je. Pas de cette façon, pas comme ça. Il me serra doucement la main. Tu n'es plus seul. La journée se déroula à un rythme lent et posé. Nous sortîmes dans le jardin. Il m'aida à désherber les rosiers et à remettre les tuteurs pour les tomates. Nous rîmes. Il salissait sa chemise et faisait semblant de détester ça, mais je savais que cela ne le dérangeait pas. Ce genre de travail, celui qui vous ancre dans la terre, fait quelque chose. Il vous ancre. Il rend la vérité plus facile à affronter. Ce soir-là, après le dîner, j'enfilai un cardigan léger et sortis sur la véranda. La lune était basse, baignant tout d'argent. J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi, puis Jacques sortit silencieusement et se tint à côté de moi. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-il. « Bien sûr. » Il regarda dans l'obscurité, les mains posées sur la balustrade en bois. « Si les choses étaient différentes, si je n'étais pas ton petit-fils, est-ce que tu ressentirais la même chose maintenant ?» Je ne répondis pas tout de suite. Non pas que je ne sache pas, mais parce que la réponse était trop lourde à porter. « Oui, dis-je finalement, je le ressentirais. » Il se tourna vers moi, l'air ouvert, interrogateur. « Je ne pense pas que ce soit mal d'aimer quelqu'un qui t'aime en retour, dit-il, même si le monde ne le comprendrait jamais. » J'acquiesçai. Le monde n'a pas besoin de tout comprendre. Parfois, l'amour naît discrètement entre deux personnes qui se trouvent. Nous restâmes un long moment en silence, écoutant les grillons et le bruissement des arbres. Il n'y avait plus d'urgence, plus de pression, juste une connaissance partagée, une émotion profonde qui avait trouvé sa place dans le monde, imparfaite peut-être, mais réelle. Finalement, nous nous assîmes sur la vieille balancelle de la véranda, et il me passa doucement un bras autour de moi. Ma tête reposa sur son épaule. L'odeur du chèvrefeuille flottait dans l'air. L'instant semblait suspendu dans le temps. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas comment nous appellerons ce lien, ni comment nous l'expliquerons. Peut-être pas. Mais je sais une chose, l'amour ne frappe pas toujours poliment. Parfois, il vous trouve dans le silence. Parfois, il attend des décennies, caché derrière de vieux albums photos et des souvenirs qui s'estompent, avant de revenir à la lumière. Et parfois, il débarque à votre porte avec des fleurs à la main et une question inattendue. Mais une fois arrivé, impossible de le défaire.